Ici, nous allons donc créer un nouveau projet pour voir justement les zones qu'il faut renseigner. Donc, vous avez le nom du projet qui est un champ obligatoire, on le voit parce qu'il est marqué d'un astérisque. Donc, le champ nom du projet, c'est le nom que vous souhaitez donner à votre projet, pas forcément le nom du client, puisque vous aurez également à renseigner le nom du client. Mais ça peut être ça. Ça peut être remplacement d'une PAC, ça peut être remplacement d'une chaudière, pardon, enfin ce que vous voulez. Le deuxième champ obligatoire que vous allez avoir à renseigner, c'est la date de construction. Alors ici, vous avez, quand vous cliquez dessus, un petit outil qui va s'ouvrir, qui vous permet effectivement de saisir facilement avec une souris, mais aussi sur une tablette. Quand vous êtes en sélection sur une tablette, vous aurez ce menu qui s'ouvrira. Et donc là, il nous sélectionne automatiquement la date du jour, donc le 7 février 2023. Par contre, si je clique sur le menu haut de ce petit tableau, je vais remonter d'un niveau. Donc je passe de la date au mois de l'année, puis si je clique ici aux différentes années, puis aux décennies, puis au siècle. Donc ça me permet d'aller sélectionner vraiment très rapidement, même sur une date très ancienne, la date qui correspond à la date de construction de la maison que je vais visiter. La dernière information qui est obligatoire, c'est l'information concernant le client. Donc on doit sélectionner un client dans la base de données de ces clients qu'on a déjà renseignés. Donc ça peut être une première action. Ou alors, si on n'a pas encore de client dans sa base de données, eh bien, on va pouvoir créer un nouveau client. Et là encore, vous avez un certain nombre de champs obligatoires qui sont marqués d'un astérisque, donc l'email, le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Voilà, ce sont les seuls champs obligatoires que vous allez avoir à renseigner. Ce qui va nous permettre à nous d'avoir déjà des informations avec l'adresse sur la zone climatique à identifier. Et puis, ce qui vous permettra à vous, cette fois, par rapport à l'adresse mail, de pouvoir envoyer directement un mail à votre client depuis l'application sans en sortir. Donc, en fait, quand vous allez arriver en fin d'évaluation, vous allez pouvoir traiter votre travail administratif en une seule fois, si vous le souhaitez, pour envoyer directement le mail à votre client. En partie droite, on voit qu'on a un certain nombre d'autres champs qui sont des champs optionnels, qui pour l'instant ne sont pas utilisés par l'application Cardopac, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Mais ici, vous avez surtout un champ de notes en fait qui va rester vraiment un champ privé. C'est-à-dire que ça, c'est un champ qui ne sera jamais imprimé sur aucun rapport. Donc, quand vous êtes sur un champ client, lorsque vous êtes sur un champ client, quel que soit ce que vous mettez ici, ça reste vraiment complètement confidentiel et ça ne sera jamais visible. Donc, si vous avez des informations, par exemple, à mettre sur le niveau de revenu, de capacité financière, si vous pensez que ce client-là fera affaire ou pas, c'est des choses qui restent vraiment privées. Vous pouvez les glisser ici en tout cas. Donc voilà pour les champs obligatoires de l'application, enfin de la fiche projet. Vous avez, une fois que vous avez renseigné ça, en partie basse, un bouton enregistrer le projet sur lequel il faudra penser à appuyer pour enregistrer les données que vous avez renseignées. Après, il y a une autre rubrique qu'on vous préconise de renseigner, c'est l'illustration du projet, donc la photo de la maison du client, ce qui va vous permettre aussi d'avoir cette photo en première page de votre rapport PDF, donc ce qui permet vraiment au client de se projeter aussi sur l'étude que vous êtes en train de faire. Voilà, alors pour le cas qui nous intéresse ici, je vais utiliser un cas qui est déjà fait, de manière à pouvoir gagner un petit peu de temps. Alors on va juste changer la date, là par exemple j'ai mis la dernière web démo, donc 7 février. Et donc, on va penser, comme je vous le disais, à modifier le projet. Et donc, vous voyez, quand on est sur un projet qui a déjà été créé, eh bien, on a la géolocalisation, alors en vue plan et en vue satellite. Et puis, on a également un bouton complémentaire qui nous permet de situer le projet. Est-ce qu'il est en étude de vie, en chantier, livré, abandonné? On a aussi la possibilité de le supprimer. On a la possibilité de l'archiver, ce qui permettra, quand on l'affichera dans la liste des projets, de l'avoir vraiment en fin de liste. Et puis, on peut aussi revenir, bien sûr, sur les différents champs qu'on a pu renseigner jusque-là. Voilà, donc quand on a fait cette fiche projet, qu'on l'a enregistrée et que la page s'est rafraîchie, on arrive donc sur cet écran avec un gros bouton ici, réaliser ou modifier l'étude, sur lequel on va pouvoir appuyer pour aller dans nos différents outils. Alors ici, vous avez un outil de déperdition pièce par pièce, alors un pur calcul pièce par pièce sans sélection ni dimensionnement. Vous avez ensuite un outil travaux embarqués, l'outil Baticube Évolution, et puis les outils de dimensionnement qui sont les outils Cardopac et Cardopac. Donc c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons cliquer sur cet outil donc pour y rentrer. Et nous avons ici un cas qui a été fait donc avec un certain nombre de pages que l'on voit apparaître ici. Alors en fait, ce cas, il a été travaillé pour afficher l'ensemble des pages qui peuvent s'afficher sur Cardopac. Néanmoins, quand vous allez faire un projet, toutes ces pages ne seront pas forcément affichées. Vous en verrez peut-être qu'une partie. Mais là, vraiment, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer tout ce qui peut s'afficher dans Cardopac. Alors, la première information que je dois vous donner, c'est que sur Cardopac, vous avez deux manières de travailler.
Vous avez une première manière qui est ce qu'on appelle la préévaluation et une deuxième manière qui est ce qu'on appelle le dimensionnement pro. Alors, la préévaluation, en fait, on est sur la base d'un coefficient G, d'un GV delta T. Donc, on vous affiche bien le fait que cette méthode est basée sur un coefficient G. C'est ce qu'on met ici. On vous met également que, en ce qui concerne le dimensionnement pro, il s'appuie sur la méthode de la norme. Donc là-dessus, vous êtes vraiment tranquille. Et c'est aussi pour ça que Cardopax revendique aujourd'hui d'être un outil de dimensionnement et pas un outil d'approche ou d'évaluation comme vous pouvez le voir tout le temps en fait sur n'importe quel outil de fabricant ou n'importe quel outil concurrent. Vous verrez des petites lignes sur le PDF qui mentionneront que ça n'engage pas le développeur. Là, pour le coup, Cardinal Ingénierie, effectivement, s'engage sur le dimensionnement, puisqu'on utilise le moteur de la norme, et on est bien sûr assuré pour ça, et c'est des choses qui sont vraiment probantes dans l'application. On est sur un outil de dimensionnement. Alors donc là, sur la préévaluation, et c'est pour ça qu'on appelle ça la préévaluation, c'est qu'on est basé sur un coefficient G, donc forcément, on est plus sur quelque chose d'indicatif. Néanmoins, alors je ne vous l'ai pas montré sur ce projet-là, pardon, je vais juste y revenir 2 secondes pour vous indiquer, j'aurais dû revenir juste sur le projet en question. Donc si je reviens sur la web démo, je voulais vous montrer la date de construction. Donc ici, on est sur une maison de 91. Ça a toute son importance puisque quand je vais rentrer en fait sur l'outil Cardobois, là, ce que vous voyez au niveau de la préévaluation, c'est un coefficient G de 1,2. Et ce coefficient G de 1,2, il n'est pas donné par défaut comme ça systématiquement. Il correspond à la date de construction que vous avez renseignée sur la fiche projet. Donc là, sur une maison de 91, on est sur un coefficient G de 1,2. Ensuite, vous avez également quelques informations complémentaires qui vous sont proposées à la saisie. Donc la surface chauffée, la hauteur sous plafond, la température de consigne. Et à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, eh bien, vous verrez que on a ici en dessous l'estimation de la puissance à installer qui va baisser. Voilà. Donc là, du coup, c'est un calcul assez basique, hein, sur lequel, derrière, on vous propose une sélection de packs génériques. Donc, en gros, ce qu'on vous propose, c'est ici de sélectionner dans vos connaissances de produits. Hein, vous pouvez très bien sélectionner une puissance de pack qui est capable de fournir 9818 watts avec un taux de couverture de 85%, à un COP moyen de 1,9 avec une température de départ à 55 degrés. Donc là, on est vraiment sur un calcul grosse maille qui vous permet d'avoir une première approche et l'idée étant de pouvoir se dire, bah oui, on va pouvoir passer une PAC sur ce projet-là ou bien non, effectivement, la puissance est trop importante ou que sais-je encore. Derrière, vous avez la possibilité de générer un PDF de cette approche ou bien d'envoyer un mail, mais sur ces deux applications, je vous montrerai l'exemple sur le calcul de dimensionnement pro. Donc, dimensionnement pro, là, on y rebascule. Donc, vous voyez qu'on récupère du coup la navigation de l'ensemble des pages sur lesquelles on est. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de rubriques à renseigner. Donc, la première rubrique, la rubrique données clients, qui va s'attacher en fait à savoir si on a, oui ou non, des problèmes de confort ou plutôt d'inconfort au niveau du client sur des sensations de froid, sur j'arrive pas à chauffer ma maison. Donc là, du coup, on va pouvoir s'interroger là-dessus avec le client de manière à pouvoir identifier si d'ores et déjà on a des problèmes d'enveloppe ou pas. Si on a des problèmes d'enveloppe, l'idéal, ça ne sera pas forcément de proposer une PAC à la place d'une chaudière fuel. On ne fera pas de miracle avec une PAC à la place d'une chaudière fuel si le bâti est désastreux. Donc là, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Pourquoi on a fait ça? En fait, on est administrateur de l'AFPAC depuis la création de l'AFPAC, donc l'Association française des pompes à chaleur. Et il y a deux questions qui reviennent fréquemment autour des poses de pompes à chaleur, deux problématiques qui reviennent fréquemment. C'est effectivement le remplacement pur et simple de générateurs comme celui que je viens d'évoquer. Et il y a un deuxième problème qui va me faire aller tout en bas de la page, mais rassurez-vous, on verra les autres rubriques. Qui est le problème des risques de nuisance acoustique avec le voisinage. Donc ça, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Néanmoins, quand il y a un litige avec la PAC, ça reste un problème qui reste très important au niveau de la PAC, les problèmes acoustiques. Quand il y a un litige, c'est très fréquemment lié aux nuisances acoustiques. Donc là, ce qu'on propose également, c'est d'utiliser un outil d'évaluation des risques, alors qu'on a développé avec et pour l'AFPAC, qui est un outil en fait d'approche du risque acoustique. Alors c'est juste en fait une fiche acoustique qui avait été créée par l'AFPAC et qui est retraduite sous format web et qui permet juste de se poser les bonnes questions. C'est vraiment l'objectif, c'est de se poser les questions qui peuvent permettre de se dire
oui, on a un risque de nuisance acoustique, ou bien non, on est tranquille. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui vous est mis en lien ici, qui est un outil ABCIM. Donc vous retrouverez aussi en cliquant ici si vous le souhaitez, mais là, on vous mène directement sur cet outil-là, qui est un outil gratuit. À savoir également, en parallèle, c'est que dans le cadre de l'AFPAC toujours, on est également en train de développer un outil où là, cette fois, on va aller sur une approche chiffrée du risque acoustique en dB, de façon à pouvoir aussi sélectionner une PAC qui sera un peu plus adaptée à ce qu'on avait, par exemple, préévalué dans un premier temps. Donc là, je reviens sur ma partie haute de l'application et on va voir sur les données de confort. Vous avez un certain nombre de champs qui sont proposés à la saisie. Donc vous avez la température ambiante et la température de salle de bain, donc deux températures en fait en fonction des pièces. Et puis ensuite, vous retrouverez la réduction et la durée de relance. Donc la réduction, c'est l'abaissement de température. Hein, donc est-ce qu'il y a un régime éco, par exemple, qui est programmé dans la maison? Et si oui, de combien de degrés? Et vous avez également la durée de relance. Donc ça, c'est une information en fait un petit peu plus qui semble un petit peu plus compliquée. Donc en fait, c'est le temps que va mettre la maison à remonter en température. Alors ça semble un peu compliqué à recueillir comme ça. Par contre, quand on pose la question à un client de savoir à quelle heure il met son chauffage pour pouvoir avoir la bonne température quand il se lève, là en général, on arrive effectivement à avoir la bonne information et c'est cette durée en heure qu'on va pouvoir renseigner ici. À noter que vous avez toujours un petit i d'information ici qui vous permet aussi de récapituler les différents champs qu'on vous demande dans cette rubrique et de les expliciter si jamais vous avez un doute. Ça vous permet d'avoir une confirmation de ce que vous pouvez renseigner dans ces endroits-là. Ensuite, on va rentrer sur les données d'enveloppe et de perméabilité à l'air. Donc là encore, on a renseigné l'année de construction de la maison tout à l'heure dans la fiche projet. Par rapport à ces dates de construction, eh bien, on pré-saisit les types de ventilation et on pré-saisit la perméabilité à l'air. Vous avez la main dessus, là encore, hein, on vous laisse la possibilité de les modifier. Mais en tout cas, tout ça, c'est déjà préformaté pour vous faire gagner un maximum de temps. Néanmoins, ça vous laisse la main dessus si vous avez envie de les modifier. Alors, ces informations de données de confort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont reprises à chaque fois que l'on va créer une pièce. En fait, quand vous allez être dans l'application, vous allez avoir deux parties ici qui sont intimement liées, qui sont le bâti, dans lesquelles on va déclarer justement des collections de parois, de typologie de parois. Et vous verrez qu'on va le faire très simplement. Et puis, vous avez également derrière, on va déclarer des pièces. Et donc, toutes ces pièces que vous allez créer le seront par défaut avec les données de confort que vous avez renseignées ici. Donc c'est important de bien les formater. Si vous avez une maison qui est chauffée à 21 degrés, eh bien mettez directement 21 degrés et toutes les pièces qui seront créées derrière le seront avec cette température-là. Ensuite, on va aller sur la typologie d'installation. Donc qu'est-ce que je veux faire en fait comme type d'installation? Est-ce que je veux faire plutôt une installation en chauffage, plutôt en rafraîchissement, et est-ce que je veux y adjoindre également l'eau chaude sanitaire? Donc ça, c'est sous forme de choix, hein, vous pourrez faire à chaque fois et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez effectivement des modules qui peuvent s'afficher ou non en fonction des choix que vous faites. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer aussi quel type de matériel vous voulez installer. Est-ce que vous êtes plutôt sur une PAC RR, une PAC Aero? Et là, on voit que quand on sélectionne une PAC Aero avec du chauffage plus de l'ECS, effectivement, la PAC Aero, elle peut faire l'ECS et on peut également, pourquoi pas, choisir de faire cet ECS avec un chauffe-eau thermodynamique, auquel cas là on pourra cliquer sur oui. Dans le cas où vous cliquerez sur oui, vous pourrez sélectionner avec Ardopack non seulement votre PAC Aero, mais également chauffe-eau thermodynamique associé. Ensuite, on va rentrer sur les données techniques. Donc les données techniques, qu'est-ce que c'est? Alors c'est déjà la reprise de la température extérieure de base par rapport à l'adresse du client. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a renseigné l'adresse du client, donc la température extérieure de base correspond exactement à l'adresse du client et éventuellement à l'altitude ou à la proximité de la mer. Donc tout ça va être pris en compte par la température extérieure de base qu'on va afficher ici. Mais néanmoins, là c'est pareil, on vous laisse la main dessus, donc si vous voulez la modifier, vous pouvez. Ce qu'on affiche ici, en tout cas, nous, c'est la température réglementaire du site avec la prise en compte de son altitude ou de la proximité de la mer. Ensuite, vous avez une autre information ici qui est la température intérieure. Alors, cette température intérieure, vous allez me dire qu'on l'a déjà renseignée plus haut, puisque ici, quand on a renseigné la température ambiante, c'est exactement ce qu'on a fait. Néanmoins, on vous la remet ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur la zone de dimensionnement.
C'est-à-dire que quand vous avez un client qui vous déclare qu'il se chauffe à 20 degrés, bah OK, vous allez pouvoir mettre 20 degrés ici et toutes les pièces que vous allez créer vont être avec une température de 20 degrés. Néanmoins, quand on va lancer le dimensionnement de la machine, la température qu'on va pouvoir atteindre avec la machine, c'est la température qui est ici. Donc si vous êtes chez un client qui se dit chauffe à 20 degrés et que vous constatez sur site que la température en fait elle est de 24 degrés, bah, n'hésitez pas à mettre vos 24 degrés ici. Ça va vous permettre d'être certain que la PAC que vous allez préconiser, elle peut atteindre la température que vous avez réglée ici. Donc c'est un deuxième curseur qui vous permet là d'avoir la main sur le dimensionnement de la température que vous allez vraiment pouvoir atteindre avec la PAC que vous allez renseigner. Ensuite, vous allez avoir des informations propres à la tension électrique cette fois. Donc, est-ce qu'on est en mono ou est-ce qu'on est en tri sur l'installation? Et par rapport à ça, quelle est la puissance d'abonnement souscrite? Donc ça va vous permettre aussi d'avoir un recalcul de la puissance à souscrire avec la nouvelle PAC sélectionnée. Et pour compléter ça, on a rajouté aussi ce qu'on appelle la puissance maxi soutirée, alors qu'on peut avoir maintenant avec le Linky. Par défaut, cette puissance maximum soutirée, elle est égale à la puissance souscrite. Donc là, si je choisis 9 kVA, eh bien, vous allez avoir ici une puissance qui va être initialisée à 9000 VA. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que si sur ces 9000 VA, votre client il n'utilise que 3000, bah vous avez un delta de 6000 et du coup, ça peut vous permettre peut-être de dimensionner un peu moins fort la puissance à souscrire pour votre nouvelle PAC. Donc ça rentre dans le calcul en fait. Voilà pour la partie information générale. Donc vous avez vu, il y a pas mal de champs, mais finalement il y a beaucoup de champs qui sont de façon automatique générés et préformatés automatiquement, donc assez rapide à renseigner. Et derrière, on va renseigner le bâti. Alors, comme je vous le disais, le bâti, il est associé à des collections de typologies de parois, puisque quand on est sur un moteur normatif, le moteur de la norme NFN 12831, c'est un moteur pièce par pièce et qui demande effectivement à ce que dans les différents types de parois, on sache quelle est la résistance thermique et donc quelle est la composition. Cet outil-là, Cardopac, il a été fait avec des poseurs de pompe à chaleur. Et donc, on a évalué avec eux qu'est-ce qui était le plus facile à renseigner finalement. Et donc, on est tombé sur cette partie bâti, sur le fait de pouvoir renseigner justement des bâti-types. Et alors, ces bâti-types, vous voyez, ils sont sous deux formes différentes. La première, sous la forme de pictos de maison, avec des années correspondantes à côté, qui vont correspondre en fait à une étude des règles de l'art du Grenelle et de l'environnement, une étude qui avait été faite en 2014, qui avait été commandée par le gouvernement, pour classifier les bâti-types du territoire en 10 maisons types. Et du coup, là, c'est ce qu'on retrouve exactement. Parallèlement à ça, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a intégré en fait les réglementations thermiques. Et du coup, sur chacune des réglementations thermiques, eh bien, on a associé les performances qui étaient attendues pour les planchers hauts, pour les planchers bas, pour les murs, les parois vitrées, les portes, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi une maison de 91. Eh bien, l'application s'est automatiquement sélectionnée sur la 3e RT qui correspond à une maison qui est construite dans ces années-là. Si je veux vérifier, ici, j'ai le petit d'information qui va également me rappeler quelles sont les résistances thermiques de référence qui ont été prises pour chacune de ces années-là. Donc là, on voit pour le plancher bas, pour les murs sur l'extérieur, pour la toiture, pour les menuiseries et puis pour les portes également. Donc là, en fait, toutes mes parois, toutes mes collections de parois sont déjà constituées par la sélection automatique du bâti-type qui a été réalisée grâce à la date de construction que j'ai renseignée au départ. Ça n'empêche pas que là encore, vous avez la main dessus, on vous laisse la main, vous êtes vraiment maître de mettre ce que vous voulez, mais on vous présélectionne aussi ce qu'il faut faire, de manière à ce que vous n'ayez pas de temps à perdre là-dessus. Alors, à noter ici, j'en ai un dernier bâti-type qui n'a pas de photo, tout simplement pour le faire ressortir, j'ai pas rentré de photo, puisqu'en fait, vous avez la possibilité vous-même aussi de rajouter vos propres bâti-types. Donc, si par exemple, vous avez un bâti-type spécifique, un petit peu une typologie de construction régionale, ça va vous permettre de la renseigner une bonne fois pour toutes, et puis derrière de pouvoir la sélectionner rapidement et de façon systématique. Donc, par exemple, là, j'ai rentré la maison du Nord, ça peut être la maison en pierre de granit de Bretagne, ça peut être la maison en colombage d'Alsace, enfin, peu importe, mais en tout cas, vous allez pouvoir renseigner ces bâti-types une fois pour toutes et puis derrière les utiliser. Alors ensuite, on va vous demander quelques clics et vous allez voir que c'est très rapide. Comme je vous l'ai dit, sur les collections de parois, les planchers bas par exemple, on a les informations dans le bâti-type. On sait quelle résistance thermique va être utilisée pour la maison de 91. La seule chose qu'on ne sait pas,
c'est comment est constitué en fait le plancher bas, enfin comment est situé le plancher bas. Est-ce qu'il est sur un sous-sol sur local non chauffé? Est-ce qu'il est sur un terre-plein, sur un vide sanitaire? Et donc c'est la seule chose que vous allez pouvoir renseigner ici, enfin avoir à renseigner ici, c'est justement cette typologie. Derrière, si jamais il y a des travaux de rénovation qui ont été faits, vous allez aussi pouvoir les renseigner. Et donc là, de la même façon, on vous a fait quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on a utilisé ici le matériau qui est le plus utilisé pour la rénovation de plancher bas, le polyuréthane. Et donc, en fonction de l'épaisseur que vous allez renseigner ici, eh bien, vous allez voir que la résistance thermique à côté se met à jour, de manière à pouvoir prendre en compte dans votre bâti type l'ajout de cette isolation complémentaire. Ensuite, pour les murs sur l'extérieur, pareil, on a la performance qui est déjà intégrée au bâti type. Là, du coup, on sait que c'est une isolation intérieure. Et de nouveau, si vous avez des travaux de rénovation qui ont été réalisés, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur oui. Et là, cette fois, ce qu'on va prendre comme base, c'est un polystyrène. Et de la même façon, à chaque fois qu'on va modifier le champ ici, eh bien, vous avez la résistance thermique qui va se mettre à jour à côté. Ensuite, vous avez les murs sur locaux non chauffés. Donc, si jamais vous avez des murs sur un garage, par exemple, à déclarer, vous allez pouvoir les déclarer aussi. Vous avez un premier type de fenêtre. Alors, pourquoi premier? Parce qu'il y en a un deuxième. Et pourquoi il y en a un deuxième? Parce que vous allez pouvoir ici faire coexister le premier type de fenêtre qui est en fait les fenêtres qui sont rentrées dans les bâti types, puisque là aussi, sur les bâti types, vous avez des menuiseries, donc des fenêtres qui sont renseignées avec un UW qui correspond. Donc là, pour chacune des menuiseries, vous allez avoir ce premier type de fenêtre qui va être pris en référence. Et donc là, la seule chose qu'on vous demande dans ce premier type de fenêtre, c'est de savoir comment elle est posée. Est-ce qu'elle est posée au nu intérieur, c'est-à-dire en affleurement de la paroi intérieure, ou est-ce qu'elle est au nu extérieur, donc en affleurement de la paroi extérieure? Ensuite, est-ce qu'éventuellement on a des volets? Et si oui, du coup, on va pouvoir choisir quel type de volet on a. Et enfin, si jamais toutes les fenêtres d'origine ont été remplacées, eh bien là, on va pouvoir cliquer sur oui, et du coup, on aura une fenêtre à sélectionner en remplacement du premier type de fenêtre. Si par contre, on n'a qu'une partie des fenêtres qui ont été rénovées, donc certaines fenêtres seulement, du coup, on va pouvoir cliquer ici pour renseigner là aussi une fenêtre et des occultations. Mais quand vous allez créer vos pièces, vous pourrez soit les renseigner avec un premier type de fenêtre, donc les fenêtres d'origine, soit avec les fenêtres de rénovation. Alors ça peut être les deux, hein. Vous pouvez avoir une pièce qui, dans la même pièce, a à la fois des fenêtres de rénovation et des fenêtres d'origine. Mais voilà pourquoi on a ces deux types de fenêtres qui coexistent. Ensuite, vous avez également la porte d'accès. Donc sur cette porte d'accès là, c'est pareil, vous avez les informations dans le bâti type. Néanmoins, si elle a été rénovée, eh bien effectivement, on va pouvoir aller choisir derrière une porte dans la base de données des produits d'Espace Cube, une porte rénovée avec les performances qui conviennent. Ensuite, on va pouvoir renseigner l'éventuelle existence d'un plancher intermédiaire. Donc ça suppose qu'on a du coup une maison avec plusieurs niveaux. Et si on a une maison à plusieurs niveaux, dans les pièces qu'on va pouvoir renseigner, on pourra renseigner des pièces de plein pied, des pièces en niveau bas, des pièces en niveau intermédiaire et des pièces en niveau haut. Là, dans le cas où je suis ici, j'ai choisi de ne pas avoir de plancher intermédiaire et vous verrez que les pièces que j'ai créées, du coup, ne seront que des pièces en terre-plein, si ça parle. En plein pied, pardon, excusez-moi. Du coup, après, vous avez la dernière rubrique qui concerne les planchers hauts. Donc, est-ce qu'on est sur des combles aménagés, des combles perdus ou sur une toiture terrasse? Et de nouveau, la question des travaux de rénovation. Et là, cette fois, si on choisit des travaux de rénovation, eh bien, on va utiliser, là encore, le produit le plus couramment utilisé, donc une laine minérale. Et même système que tout à l'heure, hein, à chaque fois que vous allez renseigner une épaisseur différente, la résistance thermique va se mettre à jour de manière à pouvoir considérer le bâti avec les bonnes valeurs. Voilà, donc si je récapitule, vous avez d'abord un bâti type qui sera présélectionné par rapport à la date de construction, quelques clics à faire en fonction de la typologie de chacune des parois, et si éventuellement il y a eu une rénovation, vous allez pouvoir la déclarer en fonction des rubriques. Derrière, on va rentrer sur les pièces. Donc, comme je vous le disais, hein, le moteur de la norme, c'est du pièce par pièce. Donc là, on va devoir renseigner les différentes pièces de la maison. On vous rappelle toujours en partie basse la surface totale, de manière à pouvoir comparer aussi avec la surface annoncée par le client et à pouvoir vérifier que vous n'avez pas oublié de pièces ou de dégagement, de couloirs, des choses comme ça. Quand on crée une pièce, on a différents champs à renseigner.
Alors, je vais rester comme ça déjà dans un premier temps pour vous montrer que la position de la pièce, comme je vous le disais ici tout à l'heure, hein, donc là j'ai choisi une pièce sans plancher intermédiaire, donc on est obligatoirement sur une pièce de plein pied, elle est présélectionnée. Ensuite, j'ai un nom de pièce qui est un champ libre que je peux compléter si je le souhaite. Et puis, j'ai également une typologie. Alors, cette typologie de pièces, elle est très importante puisqu'en fait, vous en avez toute une série. Et cette série-là vous permet d'initialiser aussi un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'accélérer la saisie et d'éviter de rentrer dans des saisies techniques. Dans le moteur de la norme, vous devez renseigner pour chacune des pièces les débits de ventilation. On vous a épargné ça. Ce qu'on a fait, c'est que sur chacune des typologies de pièces, on a associé les débits de ventilation qui, du coup, associés à la surface, nous permettent d'avoir un bon débit, enfin surface et hauteur, qui nous permettent de calculer ce débit. Autre chose également, c'est que quand vous allez cliquer sur une des typologies de pièces, donc là par exemple je choisis une entrée, eh bien vous allez voir que ça va initialiser toutes les valeurs que vous avez en dessous. Alors je vais commencer par les températures, ici température ambiante, hein, c'est la température que l'on a initialisée tout à l'heure dans la page information, idem pour la réduction et pour la durée de relance. D'où l'intérêt effectivement de le faire bien au départ, c'est que tous ces champs température, du coup on va pouvoir les laisser en l'état, et si dans une pièce on chauffe un peu plus ou un peu moins, eh bien, on va pouvoir renseigner cette information dans la pièce correspondante, mais toutes les pièces vont être construites du coup avec les bonnes informations de température. Pour ce qui est du reste du formulaire, donc le fait d'avoir renseigné une entrée, eh bien, ça va initialiser un certain nombre de champs. Donc, par exemple, la surface de la pièce ici, elle est de 6 mètres carrés pour une entrée. Et puis, pour une entrée, ben, on a 0 mètre carré de fenêtre. Et puis, on a une porte sur l'extérieur qui fait 2 mètres carrés. Ça, c'est l'initialisation de base pour l'entrée. Si maintenant, je viens sur une chambre, eh bien, vous allez voir que là, on n'a plus de porte qui donne sur l'extérieur. On a une pièce de 10 mètres carrés et puis on a 1 mètre carré 50 de fenêtre. Donc, on est bien sur du pièce par pièce, mais l'idée, là encore, c'est de vous faire gagner du temps sur la saisie et d'avoir des configurations qui sont le plus rapidement initialisées de façon à ce que vous ayez que quelques clics à faire pour atteindre finalement vos bonnes valeurs. Au niveau de cette configuration de pièces, vous avez également deux petits pictos ici, alors qui vous permettent pour la petite poubelle de classiquement supprimer la pièce que vous êtes en train de créer. Et la deuxième ici, la duplication, qui va vous permettre de recréer exactement la même pièce avec les mêmes informations. Donc là, vous voyez qu'on a la salle de bain, on a la chambre que je suis en train de créer. Si je la duplique, eh bien la chambre que je suis en train de créer, va se replier et ça va me créer une deuxième chambre avec les mêmes caractéristiques. Donc là, on voit bien que ma chambre de 10 mètres carrés que j'avais créée, et là, bah, celle-là, elle va faire 12 mètres carrés, j'ai que ça à changer, par exemple. Et ça, et puis éventuellement la longueur du mur. Voilà, donc ça, c'est des champs qui sont très facilement utilisables. À noter, très important, hein, c'est que la longueur des murs sur l'extérieur, c'est une des parties qui vont nous permettre de calculer les déperditions. Donc effectivement, la seule surface ne suffit pas. La seule hauteur non plus. Hein. Effectivement, avec ça, on va calculer un volume. Par contre, la surface déperditive d'une paroi, elle va vraiment être calculée avec la hauteur sous plafond et la longueur des murs sur l'extérieur. Donc, pensez bien aussi à bien mettre en place la longueur de murs sur l'extérieur qui convient par rapport à la pièce qui est renseignée. Voilà pour cette partie. Alors, je vais également vous annoncer un petit scoop. Qui n'est pas encore public, mais voilà, on commence à en parler puisque c'est un sujet qui va arriver chez nous. Vous allez avoir en option complémentaire de la saisie de ces pièces, vous allez également avoir la possibilité de faire une saisie qui sera une saisie rapide. Donc en fait, ce qu'on vous proposera, c'est de sélectionner une hauteur sous plafond, de sélectionner une forme de maison, de sélectionner une surface, et l'application créera pour vous automatiquement une distribution de pièces qui vous permettra derrière d'avoir des surfaces déperditives, des surfaces vitrées, etc. Pour calculer justement vos déperditions. Donc c'est un calcul un peu plus approximatif, mais on a fait pas mal d'études sur le sujet et on arrive à un écart de 5%, donc on arrive à un écart qui est tout à fait raisonnable avec l'algo qu'on a mis en place. Donc là-dessus, vous aurez la possibilité très prochainement de pouvoir substituer cette sélection de pièce par pièce par une saisie rapide. Je vais passer maintenant sur la page chauffage. Donc cette page chauffage, donc j'ai choisi une Pacero, hein, donc du coup j'ai également des questions sur le générateur existant pour savoir si le générateur existant avait finalement un réseau d'eau chaude déjà. Donc là du coup c'est un peu le sens de la question des chaudières, hein, quelle qu'elle soit, du fait d'avoir une Pacero. Donc dans tous ces cas-là, ça veut dire que je vais avoir des émetteurs potentiellement, et du coup je vais avoir cette question qui va être posée de savoir si je veux contrôler les émetteurs qui sont en place. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir quelles sont les puissances
qui peuvent être émises par ces émetteurs avec un régime de puissance de Pâques. Et nous, on va tester, dans ces cas-là, l'ensemble des régimes de température pour les émetteurs qui auront été renseignés. Alors, on va le voir juste après. Je vais juste m'attarder un tout petit peu sur les 3 derniers pictos qu'on n'aurait pas vus, puisqu'on a vu toutes les chaudières et puis la partie Paquero. Si on est en pack RR ou en radiateur électrique, forcément, j'ai plus d'émetteur, donc la question ne se pose plus. J'ai plus d'émetteur eau chaude, je veux dire, donc la question ne se pose plus. C'est pour ça que les pictos disparaissent. Dans le cas où j'ai un plancher chauffant sur l'ensemble de la maison, là encore, on va vous supprimer aussi l'aspect vérification des émetteurs, puisque on considère 2 choses. La première, c'est qu'un générateur en plancher chauffant, pardon, excusez-moi, on considère qu'un plancher chauffant il est systématiquement bien dimensionné, donc du coup, on ne se pose pas la question du dimensionnement du plancher. Et la deuxième, c'est que quel que soit le plancher chauffant hydraulique, de toute façon, le régime de température de la PAC, il sera toujours compatible avec ce type de plancher chauffant, donc on ne se pose pas là non plus la question. Néanmoins, après, pour tous les autres générateurs eau chaude, entre guillemets, effectivement, on se posera la question. Pour anticiper peut-être la question prochaine, c'est que si on a une partie de la maison seulement qui est chauffant, plancher chauffant, on va pouvoir aussi le gérer. Donc là, dans ces cas-là, on met juste le générateur qui est en place, donc par exemple chaudière gaz, et puis on va aller sur la page suivante qui est la page des émetteurs. Alors vous avez vu que là, on est sur souhaitez-vous réaliser le contrôle des émetteurs. Donc si je vais ici, après ma page chauffage, j'ai bien une page émetteur. Et là, la prochaine page, la page suivante à laquelle on me propose d'aller, c'est bien la page émetteur. Si je choisis par contre non, eh bien là, je bascule directement sur la page ECS pour la partie suite. Hein. Donc ça prend vraiment en compte dynamiquement tout ce que vous allez renseigner. Sur la page des émetteurs, on va reprendre des petites vignettes pour chacune des pièces que vous avez créées. Donc, sur chacune des pièces, vous aurez un rappel de la surface qui a été identifiée pour cette entrée en l'occurrence. Et la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que cette pièce est équipée d'un plancher chauffant hydraulique? Donc, si vous avez par exemple une maison avec un premier niveau qui est en plancher chauffant et puis un deuxième niveau qui est avec des émetteurs, eh bien, vous aurez juste à mettre oui pour l'ensemble des pièces qui seront au rez-de-chaussée. Et puis derrière, pour les pièces qui seront à l'étage, eh bien, vous pourrez renseigner un émetteur ou plusieurs émetteurs, comme on l'a fait ici pour l'entrée, par exemple. Quand vous renseignez un émetteur, vous aurez systématiquement cet affichage de résumé de l'émetteur que vous avez renseigné. Et vous aurez la possibilité, bien évidemment, de le modifier. Donc, il s'affiche toujours avec des pictos, de manière à pouvoir avoir une sélection là aussi qui sera relativement facile, où on vous illustre en fait quelle est la famille d'émetteurs à laquelle on a affaire. Est-ce que c'est de l'acier horizontal, de l'acier vertical, des lamelles? Et vous le voyez, donc à chaque fois, la typologie d'émetteurs associés varie, de manière à pouvoir sélectionner les typologies qui correspondent à la famille d'émetteurs qu'on a sélectionnée. À côté de ça, on va pouvoir sélectionner des dimensions. Et ça va nous permettre à nous de pouvoir identifier quelle est la puissance d'émission possible aux différents régimes de température. Donc ça, on va pouvoir le faire pour les différentes pièces. Et si on le souhaite, on peut également dupliquer chacun des émetteurs et puis derrière faire les modifs en faisant l'édition, faire les modifs de l'émetteur en question. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qui vous permet de gagner du temps. Donc ça, vous allez pouvoir le faire pour l'ensemble des émetteurs. On n'est pas obligé, bien évidemment, de mettre des émetteurs sur l'ensemble des pièces. Il y a potentiellement des pièces où il n'y a pas d'émetteurs. C'est le cas ici, par exemple, sur le dégagement couloir. Ça peut arriver et c'est pas du tout bloquant. Puisqu'on a mis qu'on voulait faire de l'eau chaude sanitaire aussi, on va arriver sur la page ECS qui va nous permettre de dimensionner le volume de stockage dont on va avoir besoin. Donc ici, la première partie qui s'appelle ECS, elle va nous permettre de déclarer le nombre de personnes, le type d'usage, également la présence éventuelle d'une baignoire. Et ce que fait l'application ici, c'est qu'elle nous calcule le nombre de litres dont on va avoir besoin à 40 degrés. Je dis bien à 40 degrés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le V40, donc le volume d'eau à 40 degrés dont on va avoir besoin dans la maison en question. Ensuite, par contre, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de savoir est-ce que la production ECS, elle est intégrée à ma PAC ou est-ce qu'elle est décentralisée, et la température de stockage. Et par rapport à ça, derrière, ça va me permettre de calculer véritablement, cette fois, la capacité de stockage en litres que doit avoir ma PAC. Donc là, derrière, on va pouvoir prendre ça en compte dans la sélection de la PAC. Et lorsqu'on clique sur sélection de PAC, en fait, il se passe pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on va lancer, avec bâti et pièces, on va lancer le calcul des perditions. Donc, à la fois global et pièce par pièce. On va également lancer le calcul
de puissance des émetteurs aux différents régimes de température. Donc, qu'est-ce que peuvent produire mes différents émetteurs aux différents régimes de température? On va également vérifier que les packs que l'on va proposer ici, bien évidemment, remplissent toutes ces conditions, remplissent également les conditions du taux de couverture conformément au DTU, et puis également qu'on va pouvoir produire la quantité d'eau chaude sanitaire que l'on souhaite pouvoir produire avec cette installation. Donc en fait, quand je vais cliquer sur ce bouton pour sélectionner une PAC, alors au départ j'en ai pas, là je suis sur un cas où j'en ai, mais quand je vais cliquer sur ce bouton, en fait, l'application ne va me proposer que des PAC qui rentrent dans le cadre réglementaire et normatif de ce qui est de la pompe à chaleur. Donc en fait, toutes les PAC que j'ai en proposition ici sont des PAC qui répondent de façon certaine à 100% à toutes les problématiques que j'ai décrites juste avant. Comment on les classe? Alors, pas par marque, pas par préférence, pas parce qu'on nous a donné de l'argent ou pas. On les classe juste par taux de couverture, en fait. C'est vraiment notre clé de tri. Et donc, par rapport au meilleur taux de couverture, 100%, et puis on va descendre petit à petit sur les différentes possibilités. Donc là, vous avez 5 pages de packs qui vous sont proposés. On a 23 packs, en fait, qui sont proposés. Et si je vais sur la dernière, donc on descend jusqu'à 71%. Donc là, on aura une Sony, une Viessmann, une Mitsubishi. Donc vous avez différentes marques qui vous sont proposées. À chaque fois que vous allez sélectionner une marque, un produit, c'est les informations qui vous seront rappelées derrière. Alors, à noter ici, c'est que si vous souhaitez, si par exemple vous avez l'habitude de travailler avec la Zubadan au hasard, eh bien vous pouvez taper Zubadan et lui, il va filtrer derrière uniquement les Zubadan. Donc là, vous voyez que parmi les 23, en fait, j'en ai plus que 5 à sélectionner. Donc là, je vais pouvoir sélectionner dans les 5 Zubadan que j'ai la PAC que je veux. Alors, ça peut être le nom d'une gamme, ça peut être une marque, ça peut être ce que vous voulez. Donc, je vais sélectionner la première, mais vraiment, je ne suis pas marié avec Mitsubishi, c'est juste pour dire je sélectionne la première. Et vous verrez que vous avez du choix. Et du coup, là, on rappelle à la fois marque, gamme, modèle, etc. On rappelle qu'on est sur une base de monophasé, donc on a proposé que des packs en monophasé pour cette raison-là. Du coup, là, j'ai proposé une capacité qui couvre mes 124 litres, je crois, avec un stockage de 200 litres. Et on a calculé, alors ça c'est très important, c'est un calcul qui est réalisé. On a calculé que le régime de température idéal pour l'installation sur laquelle on était là, c'était un régime de 45 degrés. Comment on a fait ça? Comme je vous le disais, on a tenu compte des déperditions, on a tenu compte des émetteurs qui sont en place, et donc par rapport à ça, on peut déterminer que c'est vraiment ce régime de température qui est le plus adapté et qui nous permet derrière d'avoir un taux de couverture thermodynamique à 100%. Dernière chose également, c'est qu'on indique ici la classe du régulateur. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est depuis novembre 2022. Où pour la note de calcul, il est nécessaire de préciser cette classe de régulateur. Donc vous avez le choix ici parmi les différentes classes de régulateur, donc de la classe 4 à la classe 8. Et vous avez également un dernier choix qui est l'installation d'un régulateur non éligible au C2E. Donc dans le cas où vous ne seriez pas sur un de ces régulateurs-là, du coup ça vous permet de savoir que vous serez sur un régulateur qui ne sera pas éligible au C2E. D'où l'importance d'avoir cette information à cet endroit qui sera reprise dans la note de dimensionnement. Alors, comme je vous le disais, cette application, on l'a construite avec des sociétés de pose de pompe à chaleur. Ils nous ont dit, tout ça c'est très bien parce que ça nous permet effectivement d'avoir un dimensionnement fiable de notre pompe à chaleur. Par contre, moi, ce que je voudrais en se rendant chez le client, c'est de pouvoir avoir toutes les informations qu'il me faut pour faire un devis. Alors, sur les prérequis d'abord, oui, pardon, on va commencer par là. Donc déjà, est-ce qu'on doit faire un désembouage? Est-ce qu'on a bien un socle en béton pour poser notre groupe extérieur? Est-ce qu'on doit évacuer le générateur existant? Est-ce qu'on doit prévoir des carottages aussi? Et si oui, combien et quelle est l'épaisseur maximale? Donc là, c'est pareil, du coup, ça va me permettre aussi d'anticiper ça. Je vais pouvoir également indiquer les lieux d'implantation sur lesquels je me suis mis d'accord avec mon client, de manière à ce que le jour de l'installation, s'il me déplace l'unité extérieure de 10 mètres, on peut effectivement avoir une preuve qu'on s'était mis d'accord sur autre chose et faire passer un devis de travaux supplémentaires. Et ensuite, vous avez un certain nombre de rubriques, alors qui sont toutes précochées normalement à non, mais là, comme c'est un cas que j'ai déjà renseigné, du coup, vous avez déjà des coches. Mais voilà, quand vous arrivez par défaut sur la page, elle se présente comme ça. Donc, vous voyez que c'est une page qui est assez légère. Et derrière, on vous propose, si vous souhaitez, de rentrer dans chacune des rubriques. Donc, raccordement électrique. Là, ce qu'on vous propose dans les raccordements électriques, c'est de savoir si on doit ajouter un tableau divisionnaire.
Est-ce qu'on peut utiliser le câble de thermostat existant? Est-ce qu'on souhaite utiliser aussi l'outil de calcul de section de câble? Et on vous propose également de joindre une photo du tableau électrique. Donc ça permet de savoir s'il reste encore un peu de place ou pas. Là, en l'occurrence, on voit que c'est un peu contraint. Ensuite, on a les données d'installation. Donc là, on n'est plus sur des contraintes dimensionnelles de température, hauteur de basculement, hauteur de chaufferie, largeur de passage. Et enfin, et surtout, la partie hydraulique. Donc là, c'est toute la partie des accessoires hydrauliques avec est-ce qu'il faut une pompe de relevage, un bac de condensat, etc., etc. Et pour certaines questions, pardon, excusez-moi, sur certaines questions comme le diamètre du réseau de distribution, si vous mettez oui, eh bien vous allez avoir effectivement la possibilité de sélectionner parmi différents diamètres de réseau de distribution le réseau qui convient par rapport à l'installation que vous êtes en train de visiter. Pareil sur le calorifugage, si vous parlez de calorifugage et de tuyauterie, ben on va vous demander quelle est la longueur de calorifugage à prévoir, de manière à ce que là encore, quand vous allez faire votre devis, vous allez savoir qu'il vous faut 7 mètres de coque, ou de coquille, comme vous voulez. Ensuite, vous avez les vases d'expansion. Donc pareil, hein, si vous mettez oui, eh bien on vous propose de saisir une capacité qui va vous permettre là encore d'être reprise sur le rapport final. Si jamais on avait oublié des choses dans notre formulaire qui est relativement exhaustif, vous allez pouvoir les rajouter ici dans une zone autre, qui là, cette fois, est une zone de champ libre, donc sur laquelle vous pouvez renseigner exactement ce que vous voulez. On en arrive à notre page synthèse, sur laquelle vous allez avoir alors des éléments qui vont être calculés bien évidemment par rapport à tout ce qu'on a renseigné ici. Donc là, on retrouve notre maison qui a une surface globale de 100 mètres carrés avec la déperdition qui a été calculée pour cette maison et également, ce qui nous intéresse, la puissance chauffage. Donc la puissance chauffage, c'est les déperditions avec la relance chauffage dont on va avoir besoin pour remonter en température en fonction de l'inertie du bâtiment. On n'est pas sur un plus 20% comme le font la plupart des applications, on est sur un vrai calcul qui est conforme au dimensionnement de la norme. Ensuite, à côté, vous avez la puissance radiateur. Donc, cette puissance radiateur, c'est quoi? Eh bien, c'est la puissance que peuvent émettre tous les émetteurs que j'ai renseignés à un régime d'eau de 45 degrés. Donc là, on voit qu'on est à 10 kg du coup pour 8 kg d'eau. Donc, on est à une couverture de plus 25%. On a un écart de plus 25%. Donc, on sait que les émetteurs, globalement, ils répondent très bien aux besoins qu'on va avoir dans cette maison. Par contre, on identifie ici qu'il y a quelques lignes en rouge qui sont les pièces dans lesquelles on a des émetteurs qui sont un petit peu sous-dimensionnés. Alors là, par exemple, on peut se dire que sur un séjour où on devrait avoir 1800 watts pratiquement et on n'a que 1300 watts, voilà, on peut se poser la question peut-être de remplacer l'émetteur. Après, par contre, sur un dégagement couloir, quand on a un écart de moins 100%, effectivement, on n'a pas de chauffage d'installer, mais au global, on voit que ça passe, donc peut-être qu'on peut se dire avec le client qu'il n'y a pas de nécessité. Enfin voilà, en tout cas, ça c'est une information qui n'est pas donnée au client, qui va être dans votre rapport technique à vous, mais qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les risques potentiels de l'installation, au régime de température qui est prévu, et de pouvoir en discuter avec le client pour savoir si oui ou non on remplace ou on rajoute des émetteurs. Ensuite, on va avoir le rappel des déperditions totales qui ont été calculées alors sous forme de tableau ou sous forme de graphe. Puis le rappel des informations de la PAC qui a été sélectionnée, avec le rappel de sa puissance et de son régime de température, et le COP nominal, bien sûr. Ensuite, vous allez avoir la liste des émetteurs qui ont été renseignés, avec en vert tous ceux qui sont OK, et en rouge ceux qui peuvent poser question. Et dans ces cas-là, on rappelle à la fois la puissance nécessaire, la puissance fournie, l'écart et le détail de ce qui a été saisi. Comme ça, on peut vraiment s'appuyer dessus. Et enfin, on arrive sur la possibilité de proposer un contrat de maintenance. Donc, lorsque vous, utilisateur, vous souhaitez joindre à votre étude un contrat de maintenance, vous allez pouvoir cliquer sur oui. Et dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le modèle que l'on vous propose dans Cardopac, soit vous utilisez votre propre contrat. Et dans ces cas-là, vous l'ajoutez dans la bonne rubrique, pack RR, pack RO ou chauffe-eau thermodynamique. Et du coup, sur chacun de vos rapports, vous pourrez joindre votre propre contrat d'entretien sans avoir de nouveau à l'ajouter. Il sera stocké directement sur votre compte et vous pourrez l'utiliser quand vous voulez sur chacune de vos études. Au final, on arrive sur la possibilité de générer deux rapports, le rapport client, le rapport technique. Alors, on va générer les deux pour l'exercice. Donc, le rapport client, dans un premier temps. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir générer un PDF du rapport client. Et ce PDF, en fait, il va avoir quelques pages. On est sur 8 pages. Hein.
dans lesquels on va reprendre la photo de la maison, on va reprendre les coordonnées du client, la date de l'étude, également le nom de l'entreprise avec les qualifications et les numéros et les dates de validité si je l'ai renseigné, le logo de la société si je l'ai renseigné, et puis on retrouve la fameuse note de dimensionnement donc, qui contient toutes les informations réglementaires nécessaires, donc avec la dernière version de novembre 2022, dans laquelle on doit avoir l'identification du bénéficiaire, l'identification de l'opération qui est maintenant un peu plus lourde que ce qu'on avait auparavant depuis novembre, donc avec notamment la classe du régulateur que j'évoquais, avec également le nom et le modèle de la PAC maintenant qu'on doit stipuler aussi. Et puis derrière, vous avez toutes les informations techniques que l'on rappelle ici. Ensuite, vous avez les informations générales, donc qui ont été renseignées. Donc ça, c'est les informations que peut voir votre client là aussi. On a les prérequis et toujours sur le rapport client, les détails des photos d'implantation. Donc du coup, on se met bien d'accord avec lui. Et puis derrière, on rappelle également l'obligation d'entretien légale avec le décret qui est ici, avec une obligation d'entretien tous les 2 ans. Et on le rappelle également que, compte tenu du matériel, les fabricants préconisent souvent un entretien annuel pour que la garantie puisse tenir. Donc on a vraiment les deux parties, la partie légale, la partie fabricant, qui met bien en garde justement l'utilisateur sur cette obligation d'entretien. Enfin, nous avons la PAC sélectionnée avec la régulation associée. Et puis, les qualifications qui ont été renseignées par vous sur votre compte. Alors, si l'attestation figurait ici, eh bien en fait, on aurait directement l'attestation et on n'aurait pas ces mentions-là. Mais sinon, vous avez également toutes ces mentions-là avec, le cas échéant, l'assurance décennale qui peut être aussi associée et qui serait du coup à la suite. Voilà, donc ça, c'est le rapport client. Ensuite, vous avez le rapport technique. Donc, ce rapport technique, il reprend les premières pages qui sont identiques au rapport client. Donc, on est sur quelque chose qui est très, très proche sur les premières pages, que je vais passer rapidement. Donc, la page de garde, la page de dimensionnement, la partie des données saisies. Et ensuite, par contre, je vais avoir tout ce qui concerne les typologies de parois avec les calculs qui ont été réalisés sur l'application. Je vais avoir également le tableau des résultats qui a été calculé. Donc, en fait, tout ce qui a été saisi et calculé sur l'application, vous allez le retrouver dans ce rapport technique. Le détail des perditions sous forme de graphes et de tableaux. Vous avez également les prérequis qu'on retrouvait tout à l'heure sur le rapport client, mais vous retrouverez aussi tout ce que vous avez renseigné dans le formulaire avec les contraintes de pose, les accessoires hydrauliques, le réseau de distribution, l'électricité, les annotations complémentaires. Donc, tout est là pour que vous puissiez justement réaliser votre devis sur la base de ce document-là. Le rappel sur l'entretien, comme tout à l'heure, la PAC sélectionnée, et puis une page complémentaire que vous avez ici aussi, qui vous rappelle justement tous les émetteurs qui ont été saisis avec ceux qui sont OK, puis ceux qui peuvent poser problème, ceux qui sont à prendre en considération avec une attention particulière. Voilà, donc ça c'est pour le rapport technique. Et dans les 2 cas, vous pouvez choisir d'envoyer par mail ce rapport. Et là, du coup, on vous préformate un mail, alors qui est affiché ici, c'est le mail que l'on voit ici. Donc là, on reprend un texte un peu générique avec votre signature par contre. Donc nom, prénom, société, numéro de téléphone. C'est un mail que vous pouvez modifier. Donc si vous voulez pas communiquer votre numéro de téléphone à Madame Michu, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez rajouter du texte, vous pouvez aussi. Madame Michu, vous l'aviez renseigné, donc son adresse mail, elle apparaît directement. Et vous allez pouvoir ici cliquer sur les éventuels documents que vous voulez rajouter. Donc ici, on a la page société, donc la page de présentation de votre société qui du coup va se fusionner avec le rapport PDF de l'outil. Et puis, on peut aussi y joindre, si on le souhaite, un guide conseil pour réaliser des économies d'énergie. Là, c'est un guide qui est réalisé par Cardinal Ingénierie dans lequel vous retrouvez aussi bien des économies d'énergie, d'eau, etc. Pas donc du coup cantonné au chauffage, mais vraiment en général sur l'électroménager, l'éclairage aussi. Et puis, on pourra également y joindre le guide ADEME des aides financières. Donc là, il est paru la semaine dernière. Dans la mise à jour qu'on va faire cette semaine, il y aura le guide 2023. Pour l'instant, là, on est encore sur le guide 2022 qui était pas, enfin, le 2023 n'était pas paru, donc on est encore sur le 2022. Mais d'ici la fin de semaine, là, vous aurez la nouvelle version avec le guide 2023 qui sera à disposition. Donc là, le simple fait d'envoyer par mail, vous aurez ce mail qui va partir chez le client avec les pièces jointes associées, et vous aurez également, vous, en copie, le même mail que celui que vous avez envoyé au client. Donc, vous gardez une trace aussi dans votre boîte mail de tout ce que vous envoyez depuis Espace Cube. Et comme je vous le disais au départ, quel que soit le nombre de mails que vous envoyez, tout ça, c'est pris en compte dans votre abonnement. Donc, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, à loisir.
vraiment un dimensionnement complet avec la prise en compte des émetteurs, je peux également choisir, ici dans la page chauffage, de ne pas prendre en compte mes émetteurs. Donc là, vous avez vu, j'ai renseigné tous mes émetteurs, j'en ai pris compte dans mon dimensionnement, et maintenant je vais changer d'avis, je vais me dire, bah non, je ne veux pas prendre en compte mes émetteurs. Donc sur la page ECS, ça change rien. Par contre, je vais du coup peut-être avoir une sélection de packs qui sera sensiblement différente. Donc ça, du coup, je vais aller sur ma sélection de packs et puis je vais pouvoir aller choisir une pack à sélectionner. Alors juste le temps que ma page se mette à jour, voilà. Alors là encore, hein, je vais pas faire de choix, je vais choisir la première, puisque le but en fait pour moi, c'est de vous montrer la suite. Alors j'aurais dû aller directement sur la page de synthèse. Voilà. Je vais sur la page de synthèse pour vous montrer que là, le tableau, cette fois, il a changé. Donc, ma dernière colonne, ce n'est plus le delta que j'avais entre la puissance des émetteurs et la puissance de chauffage, puisque je n'ai plus l'émetteur à prendre en considération. Donc, ma dernière colonne, c'est la puissance chauffage et on m'affiche les 8238 watts que j'avais tout à l'heure. Là où ça va changer, par contre, c'est qu'on va afficher ici, on va vous afficher l'ensemble des émetteurs que vous avez renseignés. Donc, vous avez vu, on les a renseignés, on décide de ne pas les prendre en compte, mais pour autant, ils ne sont pas effacés. On les a gardés sur l'application. Et on vous indique ici, pour chacun d'eux, combien ils peuvent produire de puissance à chacun des régimes de température. Donc, ça vous permet aussi d'être éclairé sur le choix que vous allez faire de tel ou tel régime de température. Si à un moment donné, vous voulez changer de régime de température, eh bien, vous allez pouvoir voir quelles sont les puissances que vont pouvoir émettre chacun des émetteurs qui sont déjà en place. Tapez sur mon compte, vous avez ici ce qu'on appelle le paramétrage des outils, Cardopack, où vous avez la possibilité de choisir en fait les marques avec lesquelles vous voulez travailler. Donc là, vous voyez qu'elles sont toutes cochées, mais si je voulais en désélectionner une, deux, trois, quatre, je peux tout à fait le faire. Et du coup, ça n'affichera plus que des packs qui correspondent à ma sélection à moi. Alors par contre, attention, puisque effectivement, en fonction des packs ou des gammes que vous allez sélectionner, bah, vous aurez peut-être pas une couverture complète, donc il y a peut-être des puissances sur lesquelles vous aurez des trous. Quand l'application Cardopack, si vous laissez toutes les marques, pourra peut-être vous en proposer davantage. Mais voilà, vous avez en tout cas la main sur ce réglage qui pourra être fait par vous directement dans votre compte.